Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau donc avec Youssef Findi qui est venu récemment sur la chaîne. Bonjour Youssef, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, je vais bien, je vais bien. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc même si vous êtes venu récemment pour une analyse, donc là on vient pour faire un petit rappel parce que donc vous avez participé au numéro de la lettre confidentielle de l'été. Qui permet en fait de présenter un peu plus donc votre ouvrage. On a fait aussi un entretien complet sur le sujet, mais cet entretien, je pense, peut être très intéressant étant donné de l'actualité internationale que l'on peut observer et en même temps votre actualité personnelle, parce que vous, en ce moment, vous avez un peu le vent en poupe. Vous avez fait plusieurs participations sur différents médias, justement sur le sujet du conflit israélo-palestinien. Et je crois qu'en ce moment, il y a un petit peu de clash, de buzz. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu avant qu'on attaque le fond du sujet? Oui, je peux en parler. Alors, en fait, jusqu'au 7 octobre, disons que j'étais dans la routine, hein. C'est-à-dire que moi, je suis un auteur relativement connu, mais peu connu, hein. J'ai 10 livres à mon actif, une centaine d'articles, je suis conférencier, donc je poursuivais ma vie tranquille. Après l'attaque du 7 octobre, il s'est passé quelque chose d'important. C'est la déclaration de Benjamin Netanyahou se référant à la Bible hébraïque après le début de l'offensive israélienne contre Gaza, le massacre, l'épuration ethnique à Gaza. Il a déclaré que nous, donc les Israéliens, nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. Et en fait, ça a confirmé mes travaux depuis des années, notamment mon premier livre paru en 2015, Occident Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme, où j'expliquais, je retraçais la genèse religieuse du sionisme, et je mettais en évidence les fondations bibliques de la politique de conquête du foyer national juif et d'Israël, et de son objectif final. Donc, quand Netanyahou a fait cette déclaration, sur Twitter, sur X maintenant, sur Twitter, j'ai retweeté sa déclaration en expliquant ce que c'était, en disant, j'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le contenu du livre d'Ésaïe, notamment la deuxième partie d'Ésaïe, qui n'est pas d'Ésaïe lui-même, qui a une dimension eschatologique, et je l'ai résumé en quelques lignes. Et mon tweet a fait 1 300 000 vues en 24 heures. Après, ça a continué à monter. Et j'avais fait, je crois, précédemment une vidéo où j'expliquais que ce qui se passait à Gaza était une épuration ethnique. En fait, j'en avais parlé dans mon livre en 2015. Donc, quand ils ont commencé leur pilonnage, soi-disant pour répondre à l'attaque du Hamas, j'ai tout de suite compris que c'était une épuration ethnique, puisque j'avais tous les éléments factuels, officiels, israéliens, sur ce projet d'épuration ethnique. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, je crois quelques jours après le début de l'offensive israélienne, ça a été beaucoup repris. Beaucoup ont repris la thématique de l'épuration ethnique. À ma connaissance, personne n'en avait parlé avant, à part des auteurs israéliens qui avaient écrit sur l'épuration ethnique, voilà, et qui étaient peu connus que des spécialistes. Donc j'en ai parlé et ça a été repris. Ça a été repris, même jusque sur CNews, on a entendu Pierre Conessa qui a parlé d'épuration ethnique, etc. Et donc ça a attiré les projecteurs sur mes travaux et donc sur ma personne. Alors, bon, moi, je mets toujours en avant mes travaux, mes livres, etc.
C'est pas ma personne que je veux mettre en avant. Je veux surtout pousser les gens à lire. Voilà ce que j'écris. Voilà. Et donc j'ai reçu un certain nombre d'invitations. D'abord un débat avec sur Radio Courtoisie, une invitation de Mike Borowski. Donc débat avec Bruno Attal, je crois, c'est Bruno son prénom. Tout à fait. Un franco-israélien. Complètement hystérique. Bref, et bon, le débat, disons, s'est mal passé puisque on a atteint le point Godwin au bout d'une minute, donc Hitler, antisémite, nazi, etc. Et aussi le côté agent infiltré musulman, c'est-à-dire que votre avis ne comptait pas parce que c'était dans tous les cas la takia. Voilà. Ça, c'est aussi un point intéressant à relever. Ouais. Donc ce débat-là a fait beaucoup de buzz, beaucoup de buzz, et donc les invitations se sont enchaînées. Puis je suis passé chez Éric Morillo, qui connaît Mike Borowski, donc c'est suite à l'invitation de Mike Borowski que je suis passé chez Éric Morillo. Puis là encore, ça a fait, je sais pas, 300 000 vues en 48 heures, en 3 jours. Et donc voilà, ça a attiré. Et juste après l'invitation d'Éric Morillo, donc l'émission a été diffusée le dimanche soir, la semaine dernière, et le mardi matin, je reçois une invitation d'André Berkoff, mais pas pour débattre, en fait, mais pour parler de mon dernier livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe, qui n'a aucun rapport avec la Palestine. Donc là, ensuite, sont suivis des échanges sur Twitter, et j'ai dû expliquer, en fait, expliquer ma position, c'est-à-dire que, contrairement à certains auteurs ou autres, mon objectif n'a jamais été de passer chez Berkoff pour parler de mes livres. Quand j'ai eu quelques altercations sur Twitter en 2022 avec André Berkoff, je ne lui demandais pas de m'inviter pour parler de mes livres ou pour promouvoir mes livres. D'ailleurs, je n'ai jamais envoyé mes livres à André Berkoff. Jamais. Voilà. Et lui m'avait dit, nous allons débattre. Et moi, je me fiche de l'endroit, que ce soit sur Sud Radio ou ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de débattre du fond, notamment du position de M. Berkoff, parce que je l'avais apostrophé, parce que lui, tout d'un coup, André Berkoff se mettait à défendre la cause des femmes iraniennes qui veulent absolument se dévoiler. Est-ce que c'est la préoccupation des Français? Non, c'est la préoccupation des Israéliens qui tentent de déstabiliser l'État iranien depuis longtemps. Donc, je l'avais apostrophé là-dessus, et puis sur bien d'autres choses que j'ai écrites sur lui, hein, et le réseau, les gens qui gravitent autour de lui, comme Idriss Aberkan, sur leur rôle, que j'appelle l'opposition autorisée ou l'opposition contrôlée. Donc, lui m'avait dit, on débattra. Pourquoi, selon vous, excusez-moi de vous couper, Youssef, pourquoi, selon vous, Idriss Aberkan serait intégré dans de l'opposition contrôlée? Parce que Aberkan a quand même une célébrité de plus en plus grandissante. Et il est reconnu justement pour apporter des analyses plutôt objectives, en tout cas des analyses de fond sur différents sujets géopolitiques et même un côté un peu dissident. Donc, vous pouvez développer un petit peu plus? Oui, je vais développer, mais j'ai déjà écrit ça, par exemple, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'opposition autorisée ?» Donc, je renvoie les auditeurs à cet article. Il a été publié sur Égalité et Réconciliation, et j'explique tout ça. Mais pour résumer, ce que j'explique, c'est que ces gens-là, que ce soit Berkoff, Aberkan et d'autres, pointent du doigt les effets, mais jamais les causes. Par exemple, quelqu'un comme les deux, Berkoff et Aberkan, s'attaquent à Macron, par exemple, à la Macronie, à la politique macronienne, la politique covidiste, etc. Mais, en même temps, ils font l'éloge de Jacques Attali, qui se vante d'avoir inventé Emmanuel Macron. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi quelqu'un comme André Berkoff vocifère contre Emmanuel Macron, mais invite Jacques Attali et le qualifie de Pi de la Mirandole des temps modernes, etc. Alors que Jacques Attali a un rôle dans la politique française extrêmement néfaste. D'autant plus que Berkoff et Aberkan se présentent, je crois, comme des souverainistes, c'est ça? Souverainistes français. Comment est-ce que vous faites pour défendre Jacques Attali, qui est le représentant du globalisme en France, tout en vous disant vous-même conservateur et souverainiste? D'ailleurs, je dis, Idriss Aberkan a défendu Jacques Attali. Quand il est passé sur Thinkerview, j'ai rapporté
ces éléments-là. Quand il est passé chez Thinkerview en 2017, on lui dit « Ah, mais vous avez travaillé avec Jacques Attali ?» Il dit « Oui, non, 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 oui, non, mais il est gentil, c'est pas Dark Vador, contrairement à ce qu'on dit dans les banlieues. Moi, je peux vous assurer que... il nous assurait que Jacques Attali était un gentil. Il me prend pour des imbéciles. Après, en cherchant un petit peu déjà à l'époque, parce que je ne m'étais jamais intéressé à Idriss Aberkan, parce que pour moi, c'était un Bogdanov 2.0, un vulgarisateur, un peu comme les frères Bogdanov. C'est sympa. Mais à partir du moment où il a rejoint le Front populaire de Michel Onfray, je veux dire, il est entré dans mon champ d'analyse, tout simplement. Je ne suis pas allé chercher Aberkan quand il faisait de la vulgarisation scientifique. Donc il est arrivé dans mon champ de vision quand il a rejoint Michel Onfray. Et moi, j'étais déjà en train d'analyser, j'avais déjà écrit, sur le phénomène Zemmour, le néoconservatisme en France, et les liens en fait entre Zemmour et Michel Onfray, le parcours de Michel Onfray, qui est parti d'une position libertaire à une critique virulente du judaïsme en se fondant, en faisant la promotion des travaux de Jean Solaire, et on lui a tapé sur les doigts, le grand rabbin de France, Chaim Korsab, lui a tapé sur les doigts, lui a bien fait comprendre que ça allait chauffer pour lui, et donc il est parti en Israël, il a fait 2 conférences là-bas, il s'est prosterné là-bas, et puis il est revenu, et il a écrit un livre contre l'islam. Donc, et puis il a lancé son machin Front populaire, et Idriss Aberkan l'a rejoint, et donc à partir de là, j'ai dû intégrer Idriss Aberkan dans mon analyse, comprendre ce qu'il faisait là. Donc en creusant, en analysant les positions des uns et des autres, je suis tombé évidemment sur André Berkoff, ami de Jacques Attali depuis 40 ans. Donc j'ai pas d'animosité particulière envers les uns ou les autres, parce que c'est des gens que je ne connais pas personnellement. Je ne les ai jamais rencontrés, jamais discuté avec eux. Pour clôturer justement cette petite parenthèse, Aberkan, c'est donc selon vous, quels ont pu être les propos ou les analyses d'Aberkan qui peuvent montrer une sorte d'opposition autorisée ou contrôlée, c'est-à-dire quelque chose qui serait donc finalement potentiellement néfaste à une sorte de lutte politique, soit qu'on pourrait appeler dissidente ou contre la doctrine dominante occidentale. Le champ du politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Je renvoie à Schmitt. À partir du moment où vous êtes dans le champ du politique, dans un combat politique, et que vous refusez de désigner l'ennemi, et qu'au dernier moment, vous visez à côté, c'est que vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Et donc après, il faut creuser, savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont ces positions particulières? Et là, quand je vois, par exemple, là récemment, j'ai sous les yeux, j'ai un article de Arrêt sur Image, qui s'appelle « Des journalistes invités en visite en Israël en pleine guerre, avec pour résultat la transmission d'éléments de langage sur les plateaux de télévision français ». André Berkoff a fait partie de ce voyage-là. Il est parti en Israël et il est revenu pour se faire le petit télégraphiste de Tel Aviv. Qui date de quand cet article, s'il vous plaît? Ah, et de quelques jours, je l'ai... Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est là, c'est tout récent, c'est pendant la guerre, en fait. Donc, et ils sont partis en voyage en Israël fin octobre, donc l'article est sorti juste après, il date de quelques jours. Mais André Berkoff, on l'avait déjà épinglé, parce que on m'avait transmis une vidéo qui est maintenant célèbre, où on le voit à une soirée organisée par KKL, qui est en fait une organisation liée à Israël, il y a un KKL à Jérusalem, KKL en France, qui se charge en fait de financer des maisons dans les territoires occupés. C'est-à-dire que des territoires qui sont volés par Israël, dont les Palestiniens donc, sont expulsés de ces territoires-là, et bien KKL fait partie des organisations qui financent les maisons sur les territoires occupés. Et donc lui, oui, qui se traduit d'ailleurs littéralement Fonds pour la création d'Israël. Voilà. KKL, c'est ça. Lui, et donc ce voyage-là était organisé par KKL. Et il y avait effectivement aussi Elisabeth Lévy. Et dans cette vidéo, on voit André Berkoff chanter, et il chante Israël vivra, Israël vaincra. Donc moi, je veux bien qu'on me dise qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, mais quand vous avez des figures comme André Berkoff, qui se présentent comme des souverainistes français, donc des défenseurs des intérêts de la France, et qui en même temps font de la propagande israélienne. D'ailleurs, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, André Berkoff a fait une vidéo avec Idriss Aberkan, où ils se posaient tous les deux comme des analystes neutres,
j'ai commencé à écouter une vidéo d'Aberkan, parce qu'on me l'a signalé, où il parle d'un Gaza 2. C'est-à-dire, moi, j'avais expliqué que le projet israélien était de chasser les Gazaouis vers le Sinaï pour s'approprier Gaza. Tout ça, c'est documenté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et dans cette vidéo-là, je l'ai écouté en partie, on me l'avait résumé, j'ai quand même écouté une bonne partie. Bon, il était en train de faire du service après-vente. Il parlait du projet de Gaza 2 dans le Sinaï, en disant en gros que c'était ça la solution pour les Gazaouis. Donc il vient derrière pour faire du service après-vente pour les Israéliens. Et ça apparaît pas. C'est que les gens qui parlent d'un éventuel débat entre Aberkan et moi disent oh, bah, de toute façon, ils ont des positions similaires, ils sont tous les deux pro-palestiniens. Et c'est ça qui est frappant, c'est-à-dire qu'à force d'enfumer les gens dans du baratin, des circonvolutions, des anecdotes, et jouer sur le flou, bah, les gens savent plus en fait. Oui. Quelle est la Si position de qui C'est qu'il faut peut-être remettre dans un contexte précis, par exemple pour la position de Berkov qui est quand même assez curieuse, c'est-à-dire qu'en tout cas il va se présenter comme un conservateur, c'est-à-dire que Berkov il va être connu justement pour parler des dysfonctionnements de la France, des problèmes de l'immigration incontrôlée, le fait de vouloir en fait défendre les frontières, l'identité par exemple, ça va être parmi les choses qu'il va dénoncer. Mais en étant véritablement pro-israélien, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On en a parlé il y a quelques minutes avant, c'est le fait que le Likoud, avec le parti opposition, a proposé une solution, c'est de permettre en fait aux Palestiniens, tout simplement en fait de partir et de pouvoir se réfugier tout simplement et d'être accueillis en Europe. Et donc là, ça crée en fait une sorte de problème, enfin de contradiction, c'est-à-dire vouloir se déclarer en France comme voulant être quelqu'un qui veut défendre l'immigration, les frontières, enfin être contre l'immigration massive, incontrôlée, etc., et avoir un contrôle des frontières. Mais en même temps, suivre une politique radicale sioniste qui veut imaginer ce genre de stratégie, bah, ça amène à des contradictions qui sont importantes à relever, surtout lorsqu'on voit l'image qu'a Berkov aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire le fait d'être peut-être une sorte des figures de la dissidence, ou en tout cas du côté rebelle par rapport au pouvoir mainstream et aux stratégies globalistes. En fait, il y a une vraie contradiction dans le discours. Alors, lui, Berkov, il fait son travail de propagandiste pro-israélien, il est dans son rôle. Mais le problème, c'est les gens qui prennent la défense, d'ailleurs, d'André Berkov, et même contre moi, je ne citerai pas de nom, mais de gens qui sont censés être, disons, dans le même camp que moi, se prennent parti pour André Berkov contre moi. Et c'est intéressant parce que cette propagande pro-israélienne à laquelle adhère une partie des droitards, conservateurs, en fait néoconservateurs, est intenable parce que, premièrement, ils sont opposés au projet de grand remplacement en Europe. Mais en même temps, ils défendent le grand remplacement en Palestine, parce que le projet israélien, le projet sioniste depuis le départ, depuis le foyer national juif, c'est un projet de grand remplacement. Petit à petit, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire des populations qui croyaient descendre des Hébreux, mais qu'en fait, qui sont des Européens ou des Nord-Africains judaïsés, s'implantent en Palestine en chassant les autochtones, les vrais autochtones, que ce soit les Palestiniens chrétiens, musulmans ou juifs, hein, parce que les Palestiniens juifs étaient opposés aux immigrés ashkénazes au départ. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est pas une lutte entre des juifs et des musulmans. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est la première contradiction. Et la deuxième contradiction, c'est soutenir Israël qui veut chasser les Gazaouis de chez eux, alors que les conservateurs français sont censés défendre l'enracinement. Hein. Donc, ils défendent l'enracinement ici, mais ils défendent le déracinement là-bas. Et le problème aussi qui se pose, c'est que l'Égypte refuse d'accueillir dans le Sinaï les 2 millions et quelques de Gazaouis. Et c'est pour ça que le député du Likoud et de l'opposition ont proposé, sur un plateau de télévision en Israël, d'envoyer vers l'Europe les Gazaouis. Mais en fait, les pro-israéliens, les néoconservateurs et les globalistes, que ce soit en fait la tendance
disons, BHL, parce qu'en fait BHL est un globaliste, mais en même temps un néoconservateur qui ont détruit la Libye, ou la tendance sorosienne représentée en France par Jacques Attali, les deux sont acteurs du grand remplacement. Quand ils ont détruit, quand les néoconservateurs pro-israéliens ont détruit la Libye, arrivent les globalistes messianistes, puisque George Soros, comme l'explique Pierre-Antoine Blackvent, avait des poussées de fièvre et se prenait pour le Messie quand il était gamin. Ceux-là arrivent et financent les vagues migratoires qui vont débarquer en Europe. Donc en fait, la position des conservateurs français, des souverainistes français pro-israéliens est absolument intenable. Elle est injustifiable. Et c'est pour ça que ces gens-là refusent de débattre, mais de débattre tranquillement, sans invective ni quoi que ce soit, simplement qu'on mette les choses sur la table, leurs contradictions, et ils ne veulent pas de cela. Donc quand un souverainiste français s'acoquine à des Goldnadel, à des Berkoff, et ainsi de suite, il n'est pas crédible, il n'est pas cohérent. Surtout là, et je vois quelqu'un, par exemple, comme Laurent Ozon, lui a très bien compris l'arnaque. Il avait relayé d'ailleurs le dialogue entre les deux députés israéliens qui projetaient donc d'envoyer des Gazaouis en Europe, et il avait tweeté bingo. Donc bingo, ça veut dire en fait, là on arrive à l'aboutissement du projet, c'est-à-dire à la fois déracinement des Palestiniens, les chasser de chez eux, grand remplacement terminé, et puis poursuivre le grand remplacement en Europe. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut être cohérent. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.